jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte dellusiwaat ak yéen ci jotaay bi di jéggalu nag ndax tey suñu jotaay bi dañuy soppi kàllaama gi li ko waral mooy suñu gan yi dañoo gàlle ndax bëgguñu leen a teg waxtaan ak ñoom ci kàllaama boo xam ne dégguñu ko muy wolof bi waaye am na solo lool ñu dégg leen ci tolluwaayu réew mi ndax ay partenaires au développement lañ amul lu Sénégal di def te du jëflante ak système des Nations Unies. Je m'excusais juste auprès de nos auditeurs. Une fois n'est pas coutume, nous faisons une petite entorse dans cette tribune pour tenir cette émission en français. J'ai le plaisir d'être avec Souleymane Nia, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Directeur de l'information du groupe journaliste, bien entendu. Nous sommes aussi avec Christophe Yvetot, bonjour. Christophe, vous êtes représentant de l'ONUDI à Dakar. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Vous êtes par ailleurs, et ça nous sera utile dans cette émission, président du comité de programme dans la riposte du système global des Nations Unies contre le Covid-19. Bienvenue. Merci. Nous sommes également en face de vous avec Benoît Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pays du FIDA, c'est le Fonds international pour le développement agricole. Son nom ne l'indique pas, mais c'est aussi une agence onusienne. Vous êtes responsable du pôle Afrique de l'Ouest qui couvre 7 pays, le Mali, Mauritanie, les 2 Guinées, Bissau et Conakry, la Gambie, le Cap-Vert et bien sûr le Sénégal où vous avez vos bureaux. Votre présence à tous les deux pour vos domaines d'intervention tient pour nous à un enseignement élémentaire au propre comme au figuré. De nos chères études de l'école primaire, on nous a toujours appris que l'économie tenait en 3 secteurs. Le primaire, c'est l'agriculture, c'est pour le FIDA avec Benoît Thierry, bien entendu. Mais pas que, parce qu'une fois qu'on a extrait les ressources du sol, il faut bien les transformer. Et c'est ce qu'on appelle le secteur secondaire. Ça tient à l'industrie. Pour nos économies pas très développées, ça passe aussi par la semi-industrialisation. Nous aurons beaucoup l'occasion de revenir sur la chaîne de valeur, la transformation de tous ces produits. Le système des Nations Unies a été aussi ébranlé comme l'ensemble des systèmes dans le monde entier. L'OMS est aujourd'hui dans une situation plus ou moins difficile et voit les perspectives peut-être pas très heureuses dans sa collaboration dans la géopolitique internationale. Christophe Yvetot, au titre de coordonnateur du programme de riposte du système des Nations Unies, a apporté au pays très peu résilient finalement face à cette crise. Comment vous avez vécu cette crise sanitaire dans vos institutions qui sont multinationalités? Est-ce que vous avez eu aussi des salariés, des cadres, des experts qui ont peut-être fait le choix de retourner dans d'autres pays le temps que la crise passe? Comment on l'a vécu de l'intérieur? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter et puis dire que nous associons vraiment à la douleur des familles qui ont perdu certains membres de leur famille et puis à tous ceux qui souffrent en ce moment à cause de la crise. Donc je voulais à l'entame exprimer la solidarité un peu de tous les collègues des Nations Unies avec tous les gens ici au Sénégal. Donc nous, comment nous avons vécu ça? D'abord, nous avons un système organisé au Sénégal comme au niveau mondial. Et dès qu'il y a eu l'annonce de cette crise, parce que ça a commencé déjà en Chine il y a quelques mois, donc déjà le système a commencé à s'organiser sans attendre. Et là aussi, aux Nations Unies, nous avons donc une coordination, n'est-ce pas, qui nous réunit tous et régulièrement, nous nous réunissons, nous mettons des thèmes sur la table et maintenant on se réunit beaucoup plus régulièrement pour étudier comment accompagner le pays, comment aussi s'organiser nous-mêmes, comment vous avez un peu indiqué comment gérer aussi notre personnel. D'abord, toutes les Nations Unies restent, sont ici et nous vivons ici. Et donc nous sommes à côté du peuple sénégalais pour le soutenir. Donc nous sommes tous là. Nous, comme tous les employeurs, aussi devons protéger notre personnel. Une grande partie, je dis en grande majorité, de notre personnel est sénégalais. Et donc nous leur évidemment indiquons toutes les mesures nécessaires que tout le monde doit appliquer ici au Sénégal, aussi bien les restrictions de circulation qu'aussi les gestes barrières et les distances je dirais sanitaires. Donc tout cela, nous comme chacun doit le faire individuellement, mais aussi en tant qu'employeur, nous faisons attention à tout ce que nos membres, mais aussi tous les gens qui travaillent avec nous, qu'on les protège aussi dans le cadre de nos activités. Et donc, comment nous avons réagi? Eh bien, d'abord, nous avons essayé de réagir vite
Et la plupart des agences, outre les mesures qu'elles ont prises avec leur personnel, sont intervenues tout de suite pour pouvoir soutenir le Sénégal, et chacun dans son domaine de spécialité, sous évidemment l'égide, je dirais, dans ce cas de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui a le mandat pour toutes les questions sanitaires. Mais déjà, beaucoup d'agences se sont mobilisées pour fournir des services sanitaires, fournir du matériel d'hygiène, fournir de l'alimentation en urgence, de pouvoir aider chacun avec ses mandats. Alors, par exemple, vous avez l'OMS qui aide vraiment là le ministère dès le départ à organiser, je dirais, la riposte en essayant de mettre en place tous les protocoles de santé, les dispositifs de prévention au niveau national, toute l'organisation pour l'accueil des malades, pour mobiliser aussi du matériel. Donc beaucoup de choses qui sont faites par l'OMS, mais après il y a aussi l'UNICEF qui s'occupe des enfants, de voir comment la situation va être aussi impactée, aussi l'enfance, mais vous avez aussi toutes les Nations Unies pour la population, l'organisation pour les migrations, le FIDA, le Programme alimentaire mondial, l'UNESCO pour l'enseignement à distance, l'Organisation internationale du travail pour le télétravail. Chacun dans sa spécialité s'est mobilisé en essayant vraiment d'agir rapidement. Alors il y a cette urgence sanitaire et donc chacun s'y est mis. Ensuite, nous sommes en train maintenant aussi de façon plus organisée de préparer un plan de riposte Covid-19. Et ça, c'est la coordination des Nations Unies qui s'en occupe avec l'OMS. Et là, chacune de nos agences n'est-ce pas, contribue à élaborer ce plan qui a une partie sanitaire et une partie socio-économique. Et puis ensuite, il y a, et c'est là ma responsabilité de président du comité des programmes, c'est le comité qui gère, je dirais, toute la coopération substantielle avec le pays. Nous avons un accord qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour l'aide au développement, PNUAD, que nous avons signé avec le ministère de l'économie, du plan et de la coordination. Et là, il s'agit d'un programme, simplement pour cette année, c'était à peu près 200 millions de dollars qui étaient prévus dans le cadre de programmes pour je dirais, soutenir le pays. Mais ce programme, le programme pour cette année, nous l'avons finalisé en février, mais aussitôt la crise Covid est arrivée. Donc comment est-ce qu'on fait? On ne va pas rester avec ce même programme tel qu'il est. Donc nous avons mobilisé tous les services des Nations Unies pour voir, dans le cadre des projets existants, comment est-ce qu'on pouvait quelque part les revoir pour, dans la mesure du possible, essayer d'avoir des actions rapides, les réadapter pour les adapter à la situation du Covid-19. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de finaliser. En faisant ce travail aussi, nous avons voulu répondre, je dirais, à la demande du gouvernement du Sénégal de répondre au programme de résilience économique et sociale avec ses différents piliers. Il y a un pilier sanitaire, il y a un pilier social, il y a un pilier économique, il y a un pilier concernant l'approvisionnement, n'est-ce pas, en produits essentiels. Et pour tous ces piliers, nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir une réponse le plus rapidement possible et le plus complètement possible avec les moyens qui sont les nôtres. Nous reviendrons spécifiquement d'ailleurs sur la contribution du système des Nations Unies dans ce programme de résilience économique et sociale. Benoît Thierry, le Fonds international de développement agricole a signé il y a quelques jours, conjointement avec le Programme alimentaire mondial, la FAO et bien évidemment la Banque mondiale, un communiqué pour prévenir d'une possible crise alimentaire mondiale à l'aune du Covid-19, bien entendu. Mais bien avant cela, vous êtes dans le domaine agricole. Cela suppose que ça se passe très souvent dans le monde rural. Dans quelle mesure cela a impacté le déroulé du programme qui était en cours et des activités que vous menez dans le pays? Bien, merci. Merci de nous accueillir. Et effectivement, comme mon collègue de l'ONU dit, le FIDA fait partie du système des Nations Unies, mais nous sommes dans le pôle technique, une agence technique. Et avec la FAO et le PAM, nous constituons la base agricole des Nations Unies. Et vous savez que tous nos sièges sont à Rome. Donc c'est pour ça qu'on coordonne souvent ensemble. Et effectivement, le Covid a beaucoup impacté sur l'agriculture d'ores et déjà. Donc on doit aussi réorienter nos programmes de manière à pouvoir prévoir qu'est-ce qui va se passer le coup d'après, on peut dire. Et
On a essayé d'agir au niveau du court terme aussi tout de suite. Ça, c'était au niveau, disons, hygiène, santé, tous ces gestes barrières, faire que les communautés apprennent très rapidement à gérer ça. Mais dès maintenant, nous sommes passés plus aussi à l'approche du moyen terme, qui est la préparation de la prochaine campagne agricole. Et comme vous savez que tous les déplacements ont été bloqués, les marchés, la vente des produits, donc tout ça un peu désorganisé. Et la grande crainte, c'est que dans ces cas-là, comme dans beaucoup d'autres crises, hein, là aussi quand il y a des sécheresses ou autre chose, c'est que les familles agricoles, comme on dit, elles vont manger leur fonds de roulement, le cash qu'il y a. Et puis une fois que le fonds de roulement est parti, on peut manger les semences aussi, puis on se retrouve sans semences. Donc il y a toute une série de programmes qui sont mis en place à cet effet. Et ça, c'est particulièrement au Sénégal, mais au niveau mondial, les cas sont un peu partout les mêmes. Si vous prenez les grands pays d'Asie, vous savez que le lockdown, le blocus empêche les gens de circuler. Et en Amérique latine aussi, c'est assez difficile. Donc dans ce cadre-là, le FIDA a lancé un mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres. Un Rural Stimulus, comme on dit. Et donc ce RPSF commence avec 40 millions de dollars mis par le FIDA en dons. Et on espère pouvoir monter à 200 millions de dollars pour servir à peu près une centaine de projets dans une centaine de pays. Vous étiez sur un portefeuille de 500 millions de dollars pour 12 projets actifs quand même dans votre zone de compétence. On se demande bien entendu si le système des Nations Unies va continuer à avoir le sou puisque cette crise affecte tous les portefeuilles. Souleymane Niang, on a l'agriculture, on a l'industrie. C'est les deux chaînes qui tiennent pratiquement l'économie du pays. On a une économie très portée sur l'agriculture, mais on a beaucoup parlé de chaîne de valeur ces dernières années au Sénégal avec le contenu local, la transformation de tout ce qui est produit issu de l'agriculture et chaîne de valeur transformation. Je vais d'abord saluer nos deux invités, M. Thierry et M. Yvetot. Effectivement, l'agriculture, c'est un secteur extrêmement important de notre pays. Mais quand vous passez en revue la documentation, particulièrement celle du FIDA, l'un des facteurs clés de réussite pour le développement de l'agriculture en vue de l'élimination de la pauvreté, de création d'emplois, etc. Mais justement, c'est l'intégration de toutes nos activités, de tous nos acteurs au sein de filières solides, renforcées, et ça c'est très très important. Et je pense que tous les projets qui ont été développés ces dernières années, et d'ailleurs de toute façon, la stratégie nationale met l'accent sur la nécessité de mettre les acteurs en réseau, de développer des filières, de les renforcer en vue de créer des emplois, en vue de créer de la valeur, de partager cette valeur, d'intégrer les petits producteurs dans des ensembles qui leur permettent d'avoir la taille critique, la masse critique pour vraiment contribuer comme il se doit au développement du pays, mais aussi apporter les raisons de vivre et les ressources nécessaires à l'agriculture familiale, parce que notre agriculture est essentiellement familiale. Ce sont des surfaces d'1 hectare, un peu plus en moyenne, plus généralement. Ce sont des agricultures familiales avec, comme le disait tout à l'heure M. Thierry, des agriculteurs qui vivent de la main à la bouche. C'est des intrants qui sont produites l'année d'avant ou les années d'avant, qui sont stockées, qui sont réutilisées. Si ces intrants-là sont consommés, ça devient un problème. Alors, la question que je suis tenté de leur poser à tous les deux, c'est comment justement ce Covid a un impact durable. Là, on a parlé du court terme, mais sur le long terme, est-ce que cette crise va remettre en question vos priorités ? Je prends l'exemple du développement industriel. Vous avez des secteurs prioritaires que vous accompagnez le gouvernement à développer. Est-ce qu'au Sénégal, par exemple, l'industrie pharmaceutique, la fabrication de matériel médical, les laboratoires, les hôpitaux, les infrastructures sanitaires, ça va entrer dans vos nouvelles priorités, par exemple? Est-ce que vous avez entamé une réflexion? Parce que le coronavirus a révélé les faiblesses dans ce domaine-là. Non, tout à fait. C'est vrai que
quelque part, il y avait déjà une question qui était structurelle. C'est que, par exemple, le Sénégal ne transforme pas assez ses produits agricoles. Par exemple, seuls 12% des produits agricoles sont transformés. Si vous allez en Afrique du Nord, c'est 70% à peu près, et en Afrique du Sud, 90%. Donc il y a beaucoup de valeur qui est perdue pour le Sénégal. Maintenant, avec la crise, qu'est-ce qui change? On s'est tous aperçus, pas seulement les pays en Afrique ou le Sénégal, mais aussi d'autres pays qui étaient fortement dépendants de produits qu'ils importent. Et donc, on a vu qu'il y a des filières qui se trouvent directement affectées, dont la production a vraiment chuté. On dit que la NSD, par exemple, a montré que déjà pour février, mais on n'a pas les derniers chiffres encore, qu'il y a 40% des importations et 40%, il y a moins 40% d'importations, moins 40% d'exportations. Donc vous voyez, et je pense qu'on va arriver, c'est même les chiffres vont être pires, c'est qu'il y a pratiquement un blocage. Et donc, ce que ça a fait ressortir, c'est qu'en fait, il y a des secteurs qui, au niveau mondial, en tout cas, tirent leur épingle du jeu, puisque c'est tous les secteurs pour les produits essentiels dans cette crise. Les produits essentiels, de quoi il s'agit? Il s'agit de produits pharmaceutiques, évidemment. Il s'agit aussi de tous les produits, je dirais, parapharmaceutiques, tous les produits de protection, je dirais, les gels sanitaires qu'on a utilisés ici, les masques que nous portons pratiquement en permanence. Il s'agit aussi des vêtements qui sont utilisés dans les hôpitaux et beaucoup d'autres choses. Plus évidemment, et là ça nous intéresse évidemment, ce sont tous les produits agricoles. Dont aussi qui sont évidemment nécessaires pour la vie et la consommation humaine, mais dont beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, n'ayant pas la possibilité de les vendre, les retrouvent sur les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, cette nécessité, je dirais, de moderniser l'agriculture et de transformer est encore plus évidente. Parce que les produits, s'il y avait des capacités de conservation, s'il y avait des capacités de séchage, s'il y avait des capacités de divers ordres pour ne pas perdre ces produits, ce serait quand même une opportunité pour aujourd'hui les producteurs ne pas voir perdre tout simplement ces produits qui vont pourrir ou moisir dans leurs mains pratiquement. Ensuite, pour ce que vous avez mentionné l'industrie pharmaceutique, il est clair qu'en général, en Afrique, il y a un besoin de développer l'industrie pharmaceutique. Pratiquement, le continent vit en important pratiquement tous les produits pharmaceutiques. Alors nous avons développé, avec l'Union africaine, l'OMS a développé un plan pour le développement de l'industrie pharmaceutique et l'ONUDI a développé le plan d'affaires pour le mettre réellement en œuvre. Ce qui fait qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons déjà élaboré des feuilles de route au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, à la fois au niveau régional. Chaque pays a sa feuille de route sur comment mettre en place une industrie pharmaceutique en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, qui sont des normes OMS. Donc ce sont des normes un peu strictes, c'est pour ça que ce n'est pas toujours très facile, parce qu'il faut respecter à peu près 17 standards de qualité. Et donc, il faut passer à travers chacun d'eux et se voir certifier, recevoir les autorisations gouvernementales, etc. Donc, on a vu qu'au Sénégal, il y a 3 types de pays, les pays C, B, A, chacun en fonction de sa conformité avec tous ces critères. Mais je pense qu'il y a certainement une réflexion à avoir aujourd'hui. Voir quels sont les produits qui seraient rentables quand même, parce qu'il ne s'agit pas de développer des industries ex nihilo, mais de voir d'abord la demande au niveau national, la demande au niveau régional ou mondial pour certains produits et de voir si le Sénégal peut être positionné. Je sais qu'il y a déjà des groupes de pharmaciens qui se sont un peu organisés et qui ont déjà mis en place un site de production. On sait aussi que l'Institut Pasteur, dans le cadre d'un partenariat international avec une entreprise britannique, est en train de développer un test à moins d'$1. Et donc si les étapes de validation sont remplies et que ce test va se faire, une partie de la production va avoir lieu au Sénégal. Nous sommes déjà en train de réfléchir pour voir comment on pourrait, si vraiment tout ça prend place, arriver à une production vraiment industrielle et d'aller vraiment sur une production vraiment beaucoup plus importante que ce qui est prévu. Donc voilà, un peu, nous soutenons aussi des producteurs qui vont créer les gels. Donc créer les gels, créer les masques. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des secteurs
beaucoup de secteurs sont infectés, pratiquement tous les secteurs, mais il y a aussi des secteurs où ceux qui travaillaient dans l'artisanat, par exemple, ceux qui travaillaient aussi dans certains sites de production peuvent, je dirais, revoir un peu les objectifs de leur production pour s'adapter et produire les biens qui sont nécessaires aujourd'hui. Et donc là, il y a quand même un potentiel aussi pour créer des emplois dans ces secteurs. Sur le constat, je pense qu'on peut être tous unanimes et on n'est peut-être pas peu fiers de le dire sur cette tribune, pour avoir vu défiler l'ensemble des acteurs économiques secteur par secteur, faire de la prospective pour voir ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on devrait en être avant, bien sûr, cette crise sanitaire. Mais si on veut être plus concret dans la démarche de l'ONUDI, c'est-à-dire que de passer en revue, on ne demande pas de présenter ici le bilan bien entendu, mais sur les secteurs sur lesquels vous avez été déjà opérant avec le gouvernement, on a beaucoup parlé des agropoles. Est-ce qu'aujourd'hui il y a du concret sur l'accompagnement? Est-ce que c'est institutionnel? Est-ce que c'est financier? Et surtout, on pense qu'il n'y aura pas le sou demain. Tous les systèmes vont être affectés par l'argent. Comment votre approche, est-ce que votre approche va évoluer et sur quel secteur concrètement cela va porter? Bon, tout d'abord, les agropoles, donc c'est vraiment un grand projet que nous avons avec le Sénégal pour en établir à la fois au nord, au centre et au sud du pays. Il s'agit de faire, comme nous venons de le dire, de moderniser la chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'initiatives, mais finalement ce qui manque, c'est aussi une espèce de cadre avec des infrastructures, des équipements, pour que toutes les initiatives puissent avoir beaucoup plus de poids. Alors nous gardons cette priorité, parce que cette priorité, elle reste. Et je dirais même que la crise va simplement exacerber cette question du manque de transformation. Et donc nous continuons d'abord, parce que si on prend déjà le dossier le plus avancé, c'est l'Agropole Sud, les financements ont déjà été obtenus. Les accords ont été signés avec la Banque africaine de développement pour 43 millions de dollars et avec la Banque islamique de développement pour 27 millions de dollars. Et donc les accords ont été signés en janvier. Les Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Exactement, pour toute la région. Exactement, sur les 3 pôles. Et donc, il va y avoir la mise en place d'un parc agro-industriel, plus des modules décentralisés au plus proche des producteurs. Et donc là, je dirais que la crise, et nous allons commencer, déjà, nous avons déjà des projets pour soutenir, je dirais, des champions, ceux qui, pendant la crise, peuvent déjà un peu avancer. Et donc, nous allons rapidement transférer des fonds pour qu'ils puissent améliorer la transformation de l'anacarde, de la mangue, d'utiliser même les déchets agricoles pour produire de l'énergie, ou par exemple la noix de la mangue pour faire de l'huile, et ensuite l'aliments pour les animaux, beaucoup de diversification, aider aussi soutenir l'université de Ziguinchor pour produire les gels sanitaires. Donc dans le cadre d'un programme aussi que nous démarrons, financé à hauteur de 5 millions de dollars par l'Allemagne, nous allons commencer à soutenir justement tous ces petits producteurs pour qu'ils commencent à avancer. Donc on ne va pas attendre, on commence, c'est parti, je dirais. Maintenant sur l'Agropole Centre, nous avons aussi un programme conjoint avec le FIDA, qu'on appelle le programme de soutien aux filières agricoles et de résilience aux filières agricoles, qui justement soutient tous les groupements de femmes qui transforment leur production, et ça c'est déjà en cours et nous allons continuer. Il s'agit par exemple à Kaffrine, Fatick, Diourbel et Kaolack, en milieu rural, d'aider des groupements de femmes. Nous sommes allés ensemble les rencontrer, et j'ai vu des femmes qui m'ont montré un peu leur travail, et en fait elles m'ont montré que il y a 6 productions à peu près. Il y a donc le mil, le sorgho, le sésame, le niébé, les produits horticoles et les produits avicoles. Et donc nous avons rencontré des femmes qui nous ont montré leur production, et lorsqu'elles vendaient en vrac, je dirais pratiquement leurs produits, elles vendaient à 100 francs le kilo, leur niébé ou le maïs même, et transformé en couscous, c'était 500 francs le kilo. Donc là c'est du concret, 5 fois plus par la transformation. Donc il y a des choses à faire, et ça on peut continuer à le faire, pourquoi ne pas le faire? Il se trouve qu'aujourd'hui on est vraiment un peu dans un moment un peu spécifique, parce qu'il y a à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande, plus une crise financière. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, personne ne l'ignore, et nous essayons vraiment de trouver des solutions pour
je dirais, faire le gros dos, je dirais, pouvoir passer ces quelques mois. Mais la réalité va revenir aussi. Et donc, il va falloir continuer à travailler sur vraiment les questions structurelles de l'économie sénégalaise. Justement, avant d'entendre M. Thierry sur ces projets-là d'Agropole et d'autres projets qui sont financés ou appuyés par le FIDA, je voudrais revenir sur l'impact justement de la crise sanitaire sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire et revenir à la question du changement de paradigme dans vos différentes institutions. Est-ce que cette crise va changer vos priorités? Est-ce que, par exemple, la dimension sanitaire, la santé, va être pour vous un intrant important dans le développement agricole, ce qui n'est pas le cas pour l'instant? Est-ce que, à partir de maintenant, on va regarder de plus près, justement, l'environnement sanitaire de toutes ces familles agricoles avant que d'entrer dans les dimensions production, rentabilité, etc. Comment vous allez intégrer la nouvelle donne dans vos politiques et vos interventions? Merci. Bon, en effet, je dirais que l'avantage, c'est que le FIDA, travaillant dans une centaine de pays depuis une quarantaine d'années, bien que notre nom soit le Fonds de développement agricole, mais en fait on traite de développement rural. Donc effectivement, selon les zones où on a travaillé, on a pu être confronté à de telles situations. Vous vous rappelez de la crise Ebola aussi il y a quelques années. Et donc dans tous ces systèmes, on prend l'agriculture comme moteur économique, n'est-ce pas? Et en particulier, ce qui nous motive, c'est le développement de l'agriculture familiale. Parce qu'on pense qu'il y a ce mix d'activités sociales et économiques qui peut faire avancer un pays. Et dans ce cadre-là, quand on discute avec les organisations paysannes ou avec les communautés, effectivement, toutes les demandes viennent un peu d'un coup. Hein, c'est-à-dire que ça peut être de l'ordre de la santé, de l'ordre du transport, des communications, de la production et de la transformation aussi, comme on en parlait. Donc, on est à peu près équipé à ce niveau-là. Le paradoxe qu'il y a à l'heure actuelle et un peu la tension, c'est qu'effectivement, l'ensemble des gouvernements dans le monde ont pris cette décision de faire passer l'humain avant l'économie et on doit s'en réjouir. C'est normal. Hein, c'est l'éthique qui passe et donc la protection des personnes, réduire l'impact du Covid en matière de santé, même si c'était au prix d'une baisse de l'activité économique. Donc, dans ce sens-là, par exemple au Sénégal, le gouvernement a mis en place un système d'aide alimentaire. Par exemple, si vous êtes un éleveur, maintenant, vous n'avez plus de louma pour aller vendre vos bestiaux. Donc, en contrepartie, il y aura de l'aide alimentaire pendant quelques mois. Alors qu'à long terme, bien sûr, on doit revenir aux objectifs plus traditionnels qui sont la souveraineté alimentaire, l'indépendance alimentaire. Et donc, il faut arriver à gérer un peu ce paradoxe qui est temporaire, mais qui, pour moi, peut très bien passer parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de systèmes qui ont pu être fait dans d'autres pays, et je crois que le Sénégal vient aussi, c'est un peu de donnant-donnant, c'est-à-dire que là, par exemple, l'aide alimentaire vient parce que l'éleveur ou le producteur accepte d'être moins actif un certain temps. Et puis, quand on va revenir à un système plus avancé où l'économie redémarrera, on va devoir trouver les systèmes, les moyens qui vont permettre de vendre, de faire circuler les marchandises en toute sécurité. Alors, par exemple, actuellement, les gens qui finissent la campagne maraîchère ont beaucoup de stocks et ont du mal à écouler à cause de la fermeture des marchés. Alors, sur Dakar, on a vu énormément de systèmes s'organiser avec des transporteurs, mais avec des systèmes Internet. Vous avez dû voir ça, des circuits courts. Bon, quand on est dans les régions, c'est un peu plus compliqué, mais l'Internet est quand même présent. Et par exemple, il y a beaucoup de paysans qui envoient leur offre carrément sur WhatsApp maintenant ou sur Facebook en disant « moi j'ai tant de tonnes de gombo à vendre dans mon champ » et avec les commerçants locaux, ils peuvent réussir à vendre. Donc c'est ces systèmes-là qu'il faut réussir à anticiper et à structurer pour les mois à venir. Et effectivement, ça pourrait être relié aux agropoles. Et quand on parlait des agropoles avec l'ONUDI il y a un instant, vous voyez, ce sont des centres avec des industries de transformation, etc. Le rôle du FIDA dans ce domaine, c'est plutôt d'aider les paysans à se connecter aux agropoles et tout à fait dans l'esprit de ces filières, de ces organisations paysannes et surtout, j'allais dire, des interprofessions. Je pense que vous avez dû en entendre parler, mais au Sénégal, il y a une vingtaine d'interprofessions qui ont permis de progresser. Parce qu'autrefois, on a des groupements paysans qui se préoccupaient que de production. Et puis, comme on l'a dit là, maintenant, ils ont commencé à faire un peu de transformation, mais à niveau local.
Et en gérant l'interprofession, on arrive à mettre tous les partenaires de la filière, les producteurs, les transformateurs, les vendeurs. Et est-ce qu'ils s'entendent sur une plateforme? Et là, donc, il y a des contrats, il y a des prix qui sont établis, des prix qui soient rémunérateurs pour que les gens aient un revenu décent. Donc pour nous, ces interprofessions, c'est vraiment un élément clé de l'agriculture qui devra se développer au Sénégal. Il y a surtout beaucoup d'intervenants dans le monde rural avec des partenaires financiers, des ONG de développement, des acteurs de développement, et tous se retrouvent sur le terrain. Alors, ce qu'il y a lieu peut-être de relever et qui est un élément phare du programme Sénégal émergent, qui met en place d'ailleurs ces agropoles, parce que ces agropoles-là sont dans le cadre du programme Sénégal émergent, que vous accompagnez aussi dans ces différents aspects. Mais comment arriver à faire de sorte que cette agriculture rurale soit aussi pourvoyeuse d'emplois, de création d'emplois et qu'on arrive au moins à faire des ouvriers agricoles et qu'on ne soit plus que dans la production comme une production ménagère de consommation du foyer, que ce soit une vraie activité de développement. Eh bien, je crois que là, les choses, c'est sur deux piliers, deux pieds. D'un côté, effectivement, c'est arriver à l'autosubsistance alimentaire, ce qui est l'objectif de base dans tout pays. On y revient là pour que le Sénégal a suffisamment de sol, de gens, de climat pour être autonome au niveau de l'alimentation. Vous vous rappelez de la grande crise financière il y a une dizaine d'années où beaucoup de pays étaient trouvés au piège aussi et avaient décidé de développer l'agriculture. Donc cette autosubsistance, cette souveraineté alimentaire, elle est importante. Et puis en plus, il y a tout ce que vous produisez, en plus de la consommation familiale, qui peut être vendu, qui doit aller sur les marchés. C'est l'agriculture de marché. Et aussi, au Sénégal, on peut dire que les choses sont assez développées. Puisque sur le fleuve, vous avez toute l'irrigation, la production de riz qui a tellement augmenté au cours des 20 dernières années. Sur toute la zone côtière des Niayes, vous avez cette production maraîchère qui approvisionne une grande partie des villes. Et puis dans l'intérieur du pays, on a toute la production fruitière, l'élevage, etc. Ce qu'il faut, c'est arriver à donner davantage de valeur là-dessus. Parce qu'effectivement, quand vous discutez avec la jeunesse, les jeunes ne voient pas trop l'agriculture comme quelque chose où on peut gagner de l'argent. Ils pensent à leurs parents, ils disent bon, ils étaient pauvres, ils restent pauvres, oui, ils ont besoin d'une agriculture moderne. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans les projets FIDA. Actuellement, il y a 3 projets en cours. Donc le PAFA qui est dans la zone ouest, sur Kaolack, Kaffrine, etc., dont parlait Christophe, et qui est un gros projet qui depuis une dizaine d'années a énormément réalisé. Et on a aussi le PADAER dans la zone est, qui soutient les régions de Matam, Kédougou, Kolda et Tambacounda. Mais très bientôt, on devrait ouvrir un programme très innovant, je pense, avec le ministère de l'Agriculture, qui va s'appeler AgriJeunes. Et AgriJeunes, ça fait la promotion des jeunes agripreneurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agripreneur, justement? C'est quelqu'un qui fait de l'agriculture dans le souci de gagner de l'argent, de faire vivre sa famille. Et notre objectif, donc toujours dans le mandat des Nations Unies et dans le mandat de l'appui au PSE du gouvernement, c'est de voir avec les jeunes au village qu'est-ce qu'ils peuvent développer comme activité qui leur donne un revenu décent. Parce que comment ça s'intègre avec les fermes agricoles et les autres programmes qu'il y avait avant? Qui peuvent exister, voilà. Et bien, effectivement, il y a toute une palette de choix. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été testées, expérimentées dans le pays, qui peuvent être développées. Mais l'important, c'est ça, c'est que les jeunes puissent faire un choix et qu'ils soient accompagnés ensuite dans la durée. Parce que comme je dis toujours, celui qui a 15, 16, 17 ans, déjà sorti de l'école, il veut peut-être commencer quelque chose. Mais il est jeune, il n'est pas marié, il n'a pas encore d'autorité dans la famille, bon, il va commencer une petite atelier. Par exemple, c'est des poulets, il va faire 100 à 200 poulets. Et puis dès qu'il va se marier ou avoir des enfants, ses besoins vont augmenter, alors il pourra passer à 2000, 3000, 5000 poulets. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, on gagne quand même pas mal d'argent. Et c'est ça ce qui est démontré. En visitant en Casamance dernièrement, par exemple, des tout petits agriculteurs qui faisaient du maraîchage, avec un demi-hectare de maraîchage, un bon puits, la personne me disait qu'il nourrissait parfaitement sa famille et gagnait de l'argent. Et c'est quelqu'un qui en plus avait échappé à l'enfer de la migration parce qu'il avait traversé le désert, avait coulé au large de la Libye, avait survécu par chance, mais il a pu s'installer au village avec sa femme et ses 2 enfants et maintenant il vit très bien de son maraîchage. Donc il y a énormément d'activités dans ce sens et je crois qu'avec les ressources humaines qu'il y a au Sénégal,
tout ce sens du dynamisme qu'il y a dans le pays, on peut arriver à faire beaucoup plus et à développer ce secteur. On l'appelle aussi l'agriculture contractuelle, mais je pourrais y revenir un peu plus tard. Quelle est la part de durable? Quand je dis de durable, c'est de développement durable dans la mise en place d'industries. On le sait, de par le passé, ça a posé beaucoup de problèmes pour nos pays qui sont très peu résilients finalement face aux dégradations de l'environnement. Comment faire pour que dans la mise en place de petites unités, qu'on soit dans des unités vraiment inscrites dans la durabilité? Tout d'abord, il y a la durabilité, je dirais, économique. Ça, c'est une première chose. Et puis la durabilité en termes d'environnement. Mais tout s'insère dans la durabilité environnementale. Donc, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue Thierry a dit. C'est vrai qu'il faut réussir à aider tous ces gens très entreprenants, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, d'entrepreneuriat au Sénégal. Et que les agropoles, c'est justement fait pour ça. C'est un projet structurant, où, comme vous le dites, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Et quand on va sur le terrain, dans toutes les régions, on voit que chacun, beaucoup des partenaires techniques et financiers, beaucoup des services de l'État sont là. Et puis, il n'y a pas toujours de la coordination. Donc, les agropoles, c'est vraiment justement pour avoir cette coordination, que tout le monde puisse venir avec sa contribution et permettre d'avoir une agriculture plus moderne. Les jeunes veulent exactement des métiers un peu mieux rémunérés et plus modernes, avec, je dirais, des équipements modernes, avec beaucoup plus de qualifications. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, nous avons évidemment intégré toutes ces questions aussi d'environnement, pour essayer de faire que lorsque on travaille sur la production, il ne s'agit pas de faire comme par le passé, de polluer, de détruire tout l'environnement. Donc une des facettes du programme que nous avons ensemble, c'est vraiment la question de résilience et aussi de développer des modes de production qui ne détruisent pas les sols, par exemple, et donc pour assurer la durabilité. Aussi, dans la transformation, d'utiliser des énergies renouvelables. Et donc c'est ce que nous faisons dans le projet, en ayant des unités de transformation, mais dont l'énergie est générée par du solaire, par exemple. Donc ça, c'est un peu l'aspect environnemental, mais on va plus loin dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons développer, notamment dans l'Agropole Sud. Pourquoi avoir tous ces déchets agricoles? Et pourquoi ces déchets agricoles ne pourraient-ils pas être réutilisés? Donc utiliser les noix des mangues pour faire de l'huile, utiliser aussi la pomme déjà parce que ça a beaucoup de valeur. La pomme au Brésil, c'est avec ça qu'ils gagnent plus d'argent, plus qu'avec la noix de cajou, c'est avec la pomme pour faire des jus. Mais ensuite d'utiliser, de ne rien jeter. Et ensuite, il y a aussi des systèmes pour pouvoir utiliser tous les déchets agricoles pour produire de l'énergie, par exemple, ou produire des aliments aussi pour les animaux. Donc il y a vraiment l'opportunité, surtout en milieu agricole, de pouvoir créer une chaîne de valeur vraiment respectueuse de l'environnement. Et aussi, maintenant, il y a beaucoup d'engrais, je dirais, biologiques qui peuvent être créés au Sénégal. Je sais qu'il y a des instituts de recherche aujourd'hui qui, avec des micro-champignons, réussissent à avoir des rendements sur la culture du mil, par exemple, qui valent aussi bien les engrais chimiques. Il y a aussi des nouvelles méthodes qui utilisent des vers, qui mangent les déchets agricoles et qui les transforment. Ils en font un humus encore, je dirais, encore plus productif, qui peut être remis dans la nature pour l'agriculture. Et avec les vers, on peut nourrir aussi les animaux. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal maintenant. Comment faire que tout ça soit pas toujours un peu des projets pilotes, mais que ça prenne une envergure un peu plus importante. Et c'est pour ça que les agropoles sont là, pour passer à une autre échelle. Et que ce soit une locomotive sur laquelle tous les petits producteurs puissent accrocher leur wagon à cette locomotive, à ces grandes locomotives, et que tout le monde puisse monter vers le haut. Dans la question d'environnement, j'y reviens parce qu'il y a aussi un autre secteur sur lequel nous intervenons et qui nous semble vraiment important dans le cadre de la crise actuelle, c'est que des hôpitaux sortent beaucoup de déchets infectés. Et donc ce qu'on appelle les déchets biomédicaux. Ce sont déchets, en fait, c'est les pansements, les seringues, beaucoup de produits qui sont passés dans l'hôpital. Il y a eu beaucoup de bruit, notamment avec l'hôpital de Dakar. Et donc nous avons un programme qui est justement fait pour traiter ces déchets biomédicaux, les gérer d'abord, et puis ensuite les rendre neutres
et ensuite les détruire. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que là il y a justement les équipements qui sont arrivés pour l'hôpital de Ziguinchor et l'hôpital de Tivaouane, qui sont des espèces de fours micro-ondes, et on passe tous les objets infectés dans ces appareils, et ensuite ils sont détruits. Ce ne sont pas des incinérateurs, ce sont de neutralisateurs un peu. Et ensuite, ils sont détruits. Donc, il n'y a même pas d'effets de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, c'est toute une gestion dans l'hôpital. Parce qu'après, dans l'hôpital, comme chez vous, on peut trier les déchets. Là aussi, il faut trier entre le journal qui est mis dans la salle d'attente et puis le pansement. Bon, il y a un peu une différence. Et donc, il va y avoir une multiplication des déchets biomédicaux, puisque maintenant on utilise tous des masques. Et des masques qui sont jetés et qui ne doivent pas être utilisés, etc. Donc maintenant, si on fait bien attention à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, mais que d'un autre côté, on a tous les déchets infectés qui circulent, où il y a une possibilité encore de propager le virus. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir au moins intervenir là, déjà rapidement sur 2 hôpitaux, mais il faudrait généraliser vraiment ce type de gestion dans tous les hôpitaux. Juste une question sur les agropoles, à tous les deux. C'est où est-ce qu'on en est concrètement? C'est-à-dire on en parle comme ça paraît un peu théorique. Quel est l'état d'avancement de l'agropole sud, l'état d'avancement de l'agropole centre? Que je sache, l'agropole nord n'a pas encore pris corps, mais les 2 autres agropoles, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous allez accélérer le processus, et quand est-ce que vous pensez que les activités vont réellement démarrer ici et là? Donc pour l'agropole sud, j'ai dit, les financements sont là, donc tout le travail est en train d'être mis en place pour pouvoir à un moment donné lancer les travaux aussi de construction. Nous, comme je dis, nous allons commencer dans les semaines qui viennent pour stimuler justement, je dirais, la structuration des petits producteurs, de soutenir l'emploi des jeunes et des femmes par la formation, par le soutien à des incubateurs pour justement stimuler, je dirais, les agripreneurs et de faire que les gens voient déjà un peu un changement. Donc déjà de commencer à structurer toute la partie de ceux qui vont fournir la matière première, en fait, les producteurs en fait, de base, les petites agricultures familiales, etc., vont déjà avoir des soutiens qui vont arriver rapidement. Et puis après, il y a des choses qui demandent un peu plus de temps, parce qu'il va falloir construire des infrastructures. Donc là, il faut des appels d'offres, tout ça se prépare et ça ne se fait pas en un jour. Le FIDA, c'est bien, puisqu'ils ont souvent ce type d'infrastructure aussi à suivre. Et donc ça prend un peu de temps. Mais les choses vont quand même bouger assez vite. Ça, c'est pour le Sud. C'est déjà si les accords financiers sont signés. Maintenant, pour le Centre, nous sommes encore au début parce que nous sommes en train de lancer l'étude de faisabilité qui va permettre de faire vraiment la radiographie complète de l'agriculture sur la zone centre pour qu'ensuite, ce sont des rapports très détaillés. Pour l'Agropole Sud, c'était 1000 pages. 1000 pages qui font vraiment la radiographie complète de tous les aspects agricoles, les aspects de marché, les aspects d'équipement, tout est prévu, donc c'est des études. Parce que pourquoi? Ce sont des banques qui ensuite doivent assurer le financement, ça passe dans leur comité de décision, et pour ça elles ne peuvent pas s'appuyer simplement sur un projet un peu vague, il faut vraiment des choses très concrètes. Donc c'est très technique. Donc là nous sommes justement en train de travailler avec le gouvernement, le ministère du développement industriel et des PMI, le bureau opérationnel de suivi de la présidence, le ministère de l'agriculture, de l'élevage. C'est tout un groupe qui travaille, c'est pas qu'une partie du gouvernement, et le secteur privé aussi. Et nous allons bientôt lancer vraiment l'étude pour l'Agropole Centre. Et il y a 10 jours à peu près, j'ai eu l'honneur de signer avec le ministre Moustapha Diop du développement industriel et des PMI un accord pour démarrer, avoir le financement et démarrer l'étude pour l'Agropole Nord aussi. Donc notre objectif, c'était le nôtre déjà, mais ça reste cet objectif, c'est d'avoir finalisé tout ce travail en 2020 pour qu'ensuite tous les agropoles dans toutes les régions puissent se déployer à partir de 2021. Bon, on ne peut pas raccourcir tous les délais
Et des choses qui, dans une phase d'urgence, peut aller vite, c'est délivrer, je dirais, des aliments, délivrer des produits d'hygiène, etc. Maintenant, tout ce qui est réforme structurelle, ça va prendre un peu de temps. Mais déjà, les gens vont voir rapidement quand même des activités qui vont être là, qui vont les aider à se structurer. Et qui est l'agropole ou pas, de toute façon, c'est un besoin, vous l'avez dit au départ. Un des gros problèmes qu'il y a au Sénégal, en Afrique en général, c'est qu'il n'y a pas assez d'organisation. Parce que si c'est un peu l'union fait la force. Comme Benoît Thierry le disait tout à l'heure, si les producteurs se réunissent, déjà ils peuvent créer une centrale d'achat. Donc déjà ils sont plus forts par rapport à leurs fournisseurs, qu'il s'agisse des fournisseurs d'engrais, des fournisseurs de tout type d'intrants, mais aussi ils peuvent développer une capacité pour négocier avec leurs acheteurs. Et un acheteur, il ne va pas aller voir 2000 petits paysans. Par contre, s'il y a une organisation qui vend vraiment des produits avec un volume, une qualité reconnue et une constance, du coup les acheteurs vont venir et ils vont travailler avec eux et on pourra travailler sur l'idée de contrat. Et c'est comme ça que la plupart des pays, c'est comme ça que les pays asiatiques ont fait, c'est comme ça que tous les pays qui ont réussi à utiliser la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, la Corée, tous les pays qui ont réussi ont fait cette structuration. Et cette structuration avec une mise à niveau qui leur permet d'atteindre une plus grande transformation et des plus grands gains. Et pourquoi est-ce que ça a un impact social? Ça paraît parfois économique et détaché un peu des besoins de la population. Mais en fait, les dames dont je parlais, qui ont multiplié par 5 leurs revenus, ça a un impact social immédiat. Et plus les gens ont un revenu élevé, grâce au fait qu'ils passent d'agriculture un peu traditionnelle à des produits, à une production, à une transformation, des gens entrent peu à peu dans la classe moyenne, ils ont les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, ils ont les moyens pour avoir accès à la santé. Et donc vous avez un développement social et humain qui est automatique. Et à chaque pourcentage d'industrialisation en plus, dans tous les pays, on note une décroissance vraiment manifeste de la pauvreté, un accès à l'éducation, accès aux services de santé qui croît. Il suffit de regarder le développement de la Malaisie, de la Corée du Sud, pour voir qu'en 25 ans, 90% de la pauvreté a disparu, et puis que maintenant, ils sont capables d'exporter des biens les plus sophistiqués, des téléphones, des voitures. Et donc, est-ce que le Sénégal peut emprunter cette voie? Aujourd'hui, nous sommes dans la crise et on le voit un peu moins. Mais c'est la voie que, je dirais, le président de la République et le gouvernement avaient tracée avec le plan Sénégal émergent. Et d'ailleurs, en novembre, le 22 novembre 2018, nous avions eu le grand privilège de remettre au président, je dirais, un prix de champion de l'industrialisation, parce qu'avec le plan Sénégal émergent, il a apporté une contribution à cette résolution des Nations Unies sur la 3e décennie pour le développement industriel de l'Afrique, et que le Sénégal s'était mis dans cette voie, clairement avec le plan Sénégal émergent. Maintenant, évidemment, nous sommes au milieu de la crise, mais je pense que si on regarde à moyen et à long terme, cette voie reste valable pour le Sénégal. Vous semblez quand même très optimiste sur les perspectives, alors qu'on le sait, cette crise aura un effet, certains le pensent, d'accélérateur. Mais quand on va s'asseoir et qu'on va faire la facture, et qu'on va se rendre compte que la facture, elle est assez quand même lourde et corsée pour les institutions de financement, pour les partenaires au développement, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas faire un effet blocage ou peut-être qu'on va... J'aimerais interroger le système des Nations Unies, vous en êtes le président du comité du Coran, mais on va laisser la parole à Benoît Thierry sur cet aspect-là quand même des effets de la crise. Est-ce que ça va être un accélérateur pour pousser encore les projets, ou alors il y aura un effet facture qui va bloquer l'exécution et l'avancement peut-être sur certains autres projets? Je crois que là, on est toujours aussi dans le même dilemme qu'il y a d'un côté les fonds publics et aussi les fonds privés. Et donc sur le domaine des fonds publics, on est dans un pays où on a la chance effectivement d'avoir ce programme du Sénégal émergent qui trace les choses à venir, et tout le gouvernement et les ministères ont mis en place un système financier assez sophistiqué, comme vous l'avez entendu. Ce n'était pas seulement des appels aux bailleurs de fonds, mais c'est aussi l'émission de bons du Trésor, etc. Donc il y a toute une politique qui se met en place. Et ça reste vraiment le rôle de l'État, parce qu'effectivement, en agriculture, toutes les techniques nécessaires sont connues. Mais après, c'est le partage des rôles qui est souvent difficile. Donc le gouvernement doit mettre en place les infrastructures.
ce qui est route, ce qui est approvisionnement en eau. Vous voyez, là, on a des études de cas qui présentent ces systèmes d'irrigation, vous connaissez, de goutte à goutte, etc. Pour ça, vous devez avoir un forage qu'un paysan ne peut jamais se payer. Donc là est le rôle de l'État. Ensuite, le paysan peut, lui, payer la production. Et c'est là où il aura toujours sa valeur ajoutée. Par contre, là où je voudrais lancer vraiment un appel, c'est un appel au secteur privé pour investir dans l'agriculture en lien avec ces communautés. Et c'est un peu ce qui est offert par les agropoles. Mais il faut aller au-delà des agropoles. Ça peut être aussi des agréments séparés, etc. Et c'est ce qu'on appelle donc l'agriculture contractuelle. Et le paysan, dans ce domaine-là, va s'engager à fond dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la production. Et il peut être dans n'importe quelle filière. Mais il aura une sorte de marché assuré grâce à la firme privée qui lui aura donné le contrat. Il y a par exemple plein de pays comme ça où le sucre est produit de cette manière. Il n'y a pas de grande plantation sucrière, mais il y a un investisseur qui met l'usine de sucre et qui contracte 10 000 paysans pour produire du sucre. Vous savez qu'au Sénégal, il y a eu ces expériences fameuses dans la tomate aussi, qui se faisaient avec plus de 10 000 paysans. Donc je pense que si ça pouvait être étendu aussi dans le reste du pays, aussi dans les régions de l'intérieur, ça pourrait beaucoup aider parce qu'on a besoin de ces investissements du secteur privé qui, eux aussi, sauront apporter la modernisation nécessaire. Parce que là, j'ai parlé de modernisation pour la production, mais il en faut aussi pour la transformation et la commercialisation. Dans un contexte d'après-coronavirus, où quand même il y aura des dimensions sanitaires très importantes, bon, je pense que le secteur privé peut beaucoup aider. Par exemple, effectivement, le marché de Diaoubé avec la Guinée est aujourd'hui fermé. Bon, si vous avez des entreprises privées qui sont là et qui disent « nous, on va garantir la bonne hygiène des produits qui arrivent, le bon suivi sanitaire, la traçabilité des produits », à ce moment-là, on est tout de suite dans un circuit qui est beaucoup plus sécurisé. Et je pense que c'est l'objectif de la CEDEAO qui parle beaucoup ces derniers jours de comment rouvrir les frontières de manière à réouvrir tous ces flux qui font de l'Afrique de l'Ouest une région unique. C'est-à-dire que grâce à la CEDEAO, vous êtes une communauté économique qui permet à tous les pays d'échanger. Et il y a beaucoup de corridors qui existent comme ça. Vous avez le bétail qui vient du Sahel, qui descend vers les côtes, les produits qui remontent des côtes jusqu'ici. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire entre public et privé. Et pour aller encore plus loin dans ce que peut amener le privé, je passe aussi à tout ce qui est du digital et du numérique. Ça, c'est clairement quelque chose qui va, à mon avis, exploser en utilisation dans les mois et les années qui viennent. Au FIDA, on a fait quelques études, études de cas sur le futur de l'agriculture, sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Et une grande partie repose sur ce que j'ai dit, les investissements et le lien à l'agriculture contractuelle, mais une grande partie va reposer aussi sur ces systèmes d'échange de l'information. Alors, avec les systèmes numériques que vous connaissez, on peut déjà être beaucoup mieux équipé sur la météo, le climat, qui est un risque majeur aujourd'hui. Ensuite, on peut être beaucoup mieux équipé sur l'approvisionnement en semences, en produits phytosanitaires, et surtout... Pardon ? Les prix aussi. Tout à fait. Voilà, les plateformes d'information sur les prix sont fondamentales. Et en donnant accès aux paysans, il peut beaucoup mieux décider comment vendre et un peu mieux maîtriser ce qu'il pourra gagner. Donc, quand on a tous maintenant ces ordinateurs dans nos mains qui sont les smartphones et que les paysans l'ont de plus en plus. Donc, je disais tout à l'heure, certains vendent leurs produits sur WhatsApp ou Facebook. Et j'espère que ça va beaucoup se développer avec aussi des plateformes adaptées. Par exemple, au FIDA, nous avons aidé en partenariat avec le CNCR au Sénégal, mais le ROPA aussi, qui est la fédération de toutes les organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Avec le CILS aussi, nous soutenons le lancement d'une plateforme qui s'appelle We Connect Farmers. Donc nous connectons les paysans. Et cette plateforme, c'est non seulement une communauté de pratiques où les gens échangent leurs bonnes pratiques et pourront se former en ligne, ça c'est un, pourront étudier les données sur les marchés, le climat, etc. et pourront accéder à des applications spécifiques pour l'élevage et l'agriculture. Et là, vous voyez que en tant que Nations Unies, on ne tient pas à réinventer la roue ou à se substituer au privé en inventant des applications. Non, c'est juste mettre un inventaire disponible
où les gens puissent discuter. Et c'est assez fabuleux de voir l'engouement que ça donne. Par exemple, vous savez que beaucoup de jeunes qui ont lancé des activités au Sénégal, les agripreneurs, aiment bien faire des vidéos sur YouTube, montrer leurs activités. Et ça constitue des tutoriels pratiquement. D'autres les utilisent. Par exemple, on connaît une télévision en ligne Agribusiness TV au Burkina, au Bénin, dont les vidéos sont vues ici aussi et utilisées, où dans le village, on peut apprendre une pratique un peu spécifique comme ça. Et ensuite, quand ils passent aux applications, ce sont toutes les startups de Dakar, de Accra au Ghana ou du Nigeria qui ont amené ces applications. On fait simplement des liens avec elles et celui qui veut l'utiliser peut le faire. Bon, je vous en cite certaines. Il y a PlantWise qui est une application où vous prenez des photos de vos plantes qui sont malades et en fouillant avec l'intelligence artificielle dans les bases de données de PlantWise, ils pourront identifier le type de maladie et par conséquent quel est le traitement à apporter. Ou d'autres applications vous expliquent comment faire de l'embouche bovine ou améliorer votre élevage de volailles, etc. Donc pour moi, je crois que dans l'après-Covid et dans un contexte où il faudra donc avoir beaucoup de sécurité sanitaire, de traçabilité et de gestion des contrats, l'outil informatique, le fait qu'il soit beaucoup démocratisé, apportera beaucoup. Maintenant, là aussi, ça demandera un effort dans ce sens. Et comme j'en appelle au secteur privé à faire les investissements pour les agropoles, je les appelle aussi, toutes ces startups, à penser davantage d'activités, de petites applications pour la contractualisation. Tout ce qui était cette signature de contrat dont je parlais et qui peuvent permettre aux paysans de sécuriser son revenu et de vivre de sa production. Au demeurant, il y a beaucoup d'agritech, d'initiatives, de start-up sur l'un des volets que vous avez évoqué, notamment l'utilisation de technologies simples parfois, le SSD au lieu de l'Internet pour échanger des informations sur la disponibilité des stocks, les prix au kilogramme de telle ou telle spéculation. C'est peut-être ça aussi qu'il faut, organiser davantage, renforcer, promouvoir. Je voudrais rebondir sur la question d'Abdoulaye sur l'impact justement du Covid. Parce que sa question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que ça remet en cause, est-ce que ça a annihilé tous les acquis qu'on a eu jusqu'à présent dans vos domaines respectifs et dans le domaine spécifique de l'agriculture, je voudrais aussi soulever la question de l'assurance parce que le Covid a montré quand même la vulnérabilité et la volatilité justement des situations acquises jusqu'à présent, notamment dans le domaine de l'agriculture. Or, c'est un maillon faible. C'est-à-dire on n'a pas de couverture dans ce domaine. On n'a pas des mécanismes qui permettent de transférer le risque, de le partager ou de le gérer d'une manière ou d'une autre. Quels sont les efforts qui sont faits dans ce domaine-là? Mais avant cela, est-ce que le Covid a annihilé tous les acquis qu'on a eus, comme ça l'a fait dans le domaine de la croissance? On a eu quand même une trajectoire de croissance ces dernières années, et voilà que d'un seul coup, on va retomber à moins de 3% de taux de croissance. Et ça, c'est l'estimation, disons, provisoire. On ne sait jamais où ça va nous mener. Donc, deux questions ici. L'impact, est-ce que ça a annihilé tous les efforts que vous avez faits dans vos différents domaines? Et deuxièmement, dans le domaine de l'assurance agricole, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que le système des Nations Unies est en train de faire pour que justement les paysans, les agriculteurs soient moins vulnérables à des aléas de ce type-là? Je vais peut-être commencer par votre deuxième question, puis Christophe pourra prendre la première. Mais effectivement, comme je disais, qu'on a déjà été confronté à des crises dans ce sens. Par exemple, quand il y avait Ebola dans un pays comme la Sierra Leone, le fait que les porte-monnaies électroniques commençaient à apparaître ont été extrêmement utiles. Tous ces systèmes de Wari, Orange Money, etc., etc. Et effectivement, on le voit aussi maintenant, c'est extrêmement utilisé dans tous les pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Et c'est pas juste transférer des fonds d'une personne à l'autre, mais c'est aussi vendre un produit, l'acheter. Vous savez que la grande partie des transferts de fonds de la migration se fait aussi comme ça, maintenant. Et d'ailleurs, il y a aussi un problème là-dessus, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont aussi souffert en Europe, des migrants ayant des emplois pas stables, beaucoup moins d'argent arrive. Donc on a toute une unité au FIDA qui travaille dans ce domaine et qui vient de tenir 3 ateliers. Un la semaine dernière, donc des ateliers par vidéoconférence,
il y a 10 jours à Dakar, la semaine dernière c'était à Banjul et cette semaine c'était à Accra. Donc ensemble ils sont en train de chercher des solutions, comment arriver à atténuer un peu le choc pour effectivement tous ces transferts de fonds de la migration. Et il y a des ententes qui existent, par exemple, entre les grandes agences de transfert de fonds, les banques qui peuvent faire des prêts relais, utiliser l'épargne faite par certains migrants en Europe, aider à transférer cette épargne sur d'autres livrets d'épargne ici. Donc il y a beaucoup de réflexions en cours. Et dans le domaine de l'assurance que vous demandiez, effectivement aussi, je crois qu'on est plusieurs agences des Nations Unies à avoir travaillé sur les assurances. Alors déjà, assurance santé avec l'UNICEF, le FENU, dans le cadre ici de la couverture minimum de santé universelle. Et puis dans le cadre des assurances agricoles, par exemple avec le PAM et la FAO, où on a plusieurs expériences, y compris sur le projet PADAER dont je parlais à Tambacounda. Et ces assurances agricoles, c'est aussi un secteur qui se développe beaucoup et qui pourra transiter beaucoup aussi par les systèmes informatiques, ça c'est clair, et les plateformes. Voilà. Donc pour la question en tout cas, alors la question des assurances est évidemment très importante, qu'il s'agisse des assurances collectives mais aussi des assurances personnelles aussi, donc aussi ça il faudra y compter, et avec l'augmentation des revenus qui était un peu prévue, c'était ça, c'est d'allier l'augmentation des revenus avec le système d'assurance aussi sociale. Là vous parliez d'assurance plus en termes d'assurance pour les productions agricoles. Mais en tout cas, c'est sûr que le corona, est-ce que ça, comment dirais-je, ça nous fait faire des pas en arrière? Il est clair qu'on n'a pas encore toute la photographie de l'impact. D'ailleurs, nous sommes en train, toutes les Nations Unies, là, de travailler avec le gouvernement pour justement faire l'impact et avoir vraiment les résultats secteur par secteur. Nous, au niveau de l'industrie, nous allons faire une étude d'impact avec le ministère du Développement industriel, avec aussi la NSD, pour vraiment avoir un retour des entreprises qui nous disent voilà, comment elles sont affectées, et ce qui ne nous permet pas d'intervenir. Il est clair que là, il y a un grand risque. Maintenant, il faut, dans cette configuration, il est clair qu'il faudra aussi peut-être mettre en priorité les secteurs qui vont permettre de retrouver des revenus, et des revenus importants. Donc sinon, on va de crise en crise. Et donc c'est un choix difficile, hein, c'est certainement très difficile, les décisions qui seront à prendre seront très difficiles, mais évidemment, nous sommes très attentifs à faire que, disons qu'une partie des investissements continue à se faire dans les secteurs productifs, parce que c'est ceux-là qui créent le revenu, et c'est ceux-là qui ensuite permettent aussi à l'État de prélever des ressources et avoir les moyens de rembourser les prêts. Nous espérons aussi beaucoup de la mobilisation internationale, hein, pour que notamment les dettes puissent, il y a déjà un moratoire qui a été déjà décidé, hein, dans le cadre du G20, et nous espérons aussi que beaucoup de pays iront plus loin, et que tout ça, ça allégerait aussi le fardeau et permettrait de passer cette période. Je crois qu'on parle d'à peu près 500 millions de personnes dans le monde qui pourraient retomber sous le seuil de la pauvreté, effectivement. C'est beaucoup. Donc c'est assez énorme, et par rapport au progrès de ces 15 dernières années, ce sera un choc. C'est un recul. Mais je pense quand même que les gens vont pouvoir s'en remettre, disons, plus facilement, puisque, comme il a souvent été dit, c'est un peu comme une guerre, quoi, hein. Le coronavirus, ça tape très fort, ça fait effectivement très mal, mais les gens sont toujours là, puisque, comme on le sait, le nombre final total de personnes touchées n'est pas énorme. Donc, la population, je pense, pourra se relever facilement, un peu comme tout à l'heure on mentionnait la Corée ou d'autres pays qui justement se relèvent d'une guerre parce qu'ils ont toujours leur force vive, dynamique. Et effectivement, si tout le monde a en tête le business qu'il peut faire, la relance, etc., depuis l'individu jusqu'aux grandes entreprises, on peut faire beaucoup. Surtout, comme le disait mon collègue, la communauté internationale est en train de bien se mettre en rang par rapport à ça, que ce soit depuis le G20, effectivement, jusqu'aux Nations Unies. L'Union africaine est en train de mettre en place aussi des fonds importants, comme l'a fait le Sénégal. Donc, il faut espérer que, après la chute annoncée qui est faite de produit national brut qu'on va tous connaître, hein, aussi bien en Europe, en Afrique, etc., qu'il pourra y avoir une reprise dans les années qui suivent. Quelle est la réalité, avec Bruno Thierry, quelle est la réalité de cette alerte
qui prévient d'une crise alimentaire mondiale. Jusqu'ici, on est encore dans la crise sanitaire, donc les mesures n'ont pas été prises jusqu'ici, en tout cas pour juguler cette crise alimentaire qui s'annonce. Le fonds a dégagé, bien entendu, de l'argent pour aider les agriculteurs. Mais quelle est la réalité et peut-être l'étendue de cette crise alimentaire qui menace? Oui, alors bon, là on peut revenir à ce qu'on disait au début des discussions, c'est-à-dire par exemple sur des projets FIDA en cours au Sénégal, dans les 2 projets que nous avons financés, donc le PAFA et le PADAER, chacun met 1,5 milliard pour les mois qui viennent, pour effectivement traiter la crise tant au niveau sanitaire que surtout au niveau des engrais et des semences. Ça, c'est pour la campagne présente. Mais effectivement, pour les années à venir, je dirais que c'est assez incalculable parce qu'au niveau mondial, ça va demander à ce qu'il y ait une très forte organisation de tous. Par exemple, quelque chose qui a été sauvé, c'est tous les transports maritimes et transports cargo aériens. Donc je pense que ça a permis de continuer à maintenir les flux de produits, donc de maintenir aussi les industries, les productions qui vont faire. Donc ça, c'est absolument à continuer pour éviter tout blocus. Parce que si les pays sont en blocus, alors à ce moment-là, vous stoppez toute la circulation des marchandises et ça va heurter très très fort l'économie. Donc en termes de chiffrement, je n'aurai pas de chiffres à donner parce que je crois que c'est trop énorme. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir ces différents plans que vous entendez, lancés par les États-Unis, lancés par l'Union européenne ou lancés par le G20. Et vous êtes surpris qu'après des années et des années d'orthodoxie monétaire où on serrait les boulons sur les déficits, etc., d'un coup, tout le monde a l'air de trouver de l'argent qui arrive de tous les côtés, pour pas très cher en général. Donc ce que j'espère, c'est que ça pourra être étendu à tous les pays qui souffriront de la crise et qu'effectivement, on mette de côté durant quelques temps les taux des déficits, etc., et qu'on les accepte de manière à relancer l'économie. En tout cas, ce sera le meilleur moyen. Il fait aussi qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'avec même si on a maintenu quand même les flux, et c'est vrai que le confinement a fait que beaucoup de gens ont pas, pour ceux qui le peuvent en tout cas, ont gardé, notamment dans les pays qui sont des pays consommateurs, des produits aussi du Sénégal, ont gardé, je dirais, une partie de leur revenu en épargne puisqu'ils n'ont pas pu la dépenser. Donc je pense qu'il se trouve peut-être que dans les prochains mois, ils vont encore le garder à l'épargne, mais si la situation s'améliore, il est sûr on espère en tout cas que les gens vont commencer à ressortir, à reconsommer et que la machine puisse se remettre en route. Donc là, évidemment, le système est un peu bloqué. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir une vision positive. Mais lorsqu'on parle aussi avec le secteur privé, on voit qu'il y a aussi beaucoup une envie de reprendre assez rapidement. Je pense qu'eux trépignent justement et espèrent que les pays vont petit à petit rouvrir les frontières et débloquer tout le système. Ce n'est pas forcément très simple. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de faire que de maintenir le Sénégal sur la carte un peu des investisseurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, la crise va un peu, je dirais, refroidir beaucoup d'investisseurs. Maintenant, la crise a aussi montré peut-être que l'Afrique, en tout cas le Sénégal, a aussi un positionnement stratégique. Parce qu'au lieu de se fournir de produits d'Asie, en fait, l'Afrique, le Sénégal, pourrait devenir aussi une plateforme aussi de transformation, d'industrie, pour fournir aussi, je dirais, les pays européens, sans aller trop loin. De Dakar, il faut quelques heures seulement en bateau pour rejoindre le marché européen. Donc c'est aussi un positionnement stratégique. Bon, ça paraît un peu lointain aujourd'hui de penser à ça. Oui, ça a commencé avec la plateforme de Diamniadio que vous avez soutenue. Tout à fait. Donc la plateforme de Diamniadio, par exemple, ça semblait un rêve un peu, je dirais, optimiste. Mais en fait, maintenant, la plateforme fonctionne. Il y a des entreprises qui maintenant exportent du textile vers les États-Unis, qui fabriquent des cartes biométriques qui vont permettre d'avoir chacun d'avoir des cartes et peut-être aussi d'avoir ces capacités de faire des transferts électroniques. Et donc là déjà il y avait une intention déjà d'aller plus loin et d'étendre le parc, et une trentaine d'entreprises avaient déjà indiqué leur intérêt à venir s'y installer. Donc
on espère que cette période va passer très rapidement. Nous allons en tout cas travailler avec nos partenaires aussi bien de l'Union européenne, de Chine, d'Asie, un peu partout, et des institutions internationales pour vraiment, on espère même déjà cette année, pour pouvoir repositionner le Sénégal comme un pays d'investissement, où on pourra aussi, si les entreprises viennent s'installer, créer beaucoup d'emplois. Et donc on va voir, évidemment, maintenant, aujourd'hui nous sommes un peu au fond du trou, je dirais, mais dans quelques mois, il va falloir reprendre tout ce travail. Et je pense que le Sénégal était aussi, la gestion de cette crise par le Sénégal a été assez exemplaire, parce que alors qu'il y a eu un peu la panique dans beaucoup de pays, le Sénégal quand même dès le départ a pris des mesures fortes, a pris des mesures quand même qui montraient qu'il y a un contrôle, je dirais, sanitaire, il y a un contrôle aussi économique, et quand je dis contrôle, je dis vraiment il y a une organisation. Et donc je pense que dans cette crise, peut-être aussi le Sénégal a montré, d'ailleurs beaucoup l'ont comparé, notamment je dirais la propagation du virus comparée entre certains pays et le Sénégal, et qu'on voyait que le Sénégal avait réussi. Bon, c'est jamais gagné parce qu'on sait bien que ça progresse, mais en tout cas dans un temps donné, le Sénégal avait une très bonne performance. Il y a souvent maintenant des reportages sur le Sénégal pour montrer comment le Sénégal a bien réagi, comment le Sénégal essaie par l'innovation aussi de répondre à la crise. On a vu par exemple l'école polytechnique, je crois, de Thiès ou de Dakar développer des ventilateurs, des robots, etc. Donc vous voyez aussi toute cette innovation qui est là, et donc sans être trop optimiste, béatement optimiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de capacité dans le Sénégal de passer cette crise et de rebondir. Et n'oublions pas les chiffres quand même, nous sommes dans une édition spéciale qui s'appelle Le Point Corona, n'oublions pas les chiffres. Le Sénégal a franchi le cap symbolique des 1000 contaminations. Heureusement, un grand nombre de malades sont guéris et sont rentrés. Il va falloir continuer à être vigilant, les gestes barrières, et à respecter le couvre-feu, l'état d'urgence. Christophe Yvetot, faites-moi de la magie, je vous pose 2 questions et je veux une réponse. Benoît Thierry développait l'aspect communautaire dans l'agriculture. Est-ce que ça vous embête quand même que les États, vous avez une vue plus globale, ne soient pas au même niveau de mobilisation et de détermination pour lutter contre le Covid, notamment dans la sous-région? Deuxièmement, quand même la Société des Nations, enfin je remonte à très loin, les Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies vont sortir toujours unies de cette crise? On le sait, il y a beaucoup de géopolitique là-dedans. On n'a pas pu évoquer l'OMS, les États-Unis. Est-ce que les Nations Unies vont sortir toujours unies de cette crise? Bon, tout d'abord, il est clair que quand une crise arrive, je dirais qu'il y a même ce principe, je dirais, de subsidiarité, qui fait qu'on doit faire ensemble ce qui est le plus utile ensemble. Et puis aussi chaque pays, dans le cadre de sa souveraineté, c'est très normal, doit intervenir pour protéger sa population. Et donc on a vu au départ beaucoup d'actions de réponse en désordre. Et ça, on peut le déplorer, mais c'est une réalité. Mais par contre, dans un deuxième temps, on s'aperçoit bien qu'on ne pourra jamais traiter cette question du virus comme toute autre question internationale, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse des virus et des pandémies, qu'il s'agisse de la criminalité organisée, sans être ensemble. Alors, évidemment, comment seront les Nations Unies? Les Nations Unies sont une communauté, donc la communauté doit rester unie. Nous, ce que nous faisons au sein de nos institutions, c'est vraiment d'essayer d'agir d'abord ensemble, avec toutes les parties des Nations Unies, quels que soient nos mandats et nos spécialisations, pour agir unis, proposer une réponse qui soit adaptée à chaque pays. Donc il y a une réponse qui est sous le leadership du secrétaire général des Nations Unies. Mais nous, par exemple, au Sénégal, nous sommes ensemble et nous essayons de voir comment nous pouvons vraiment 34 agences qui sont installées, qui ont un mandat à la fois pour le pays, ou comme Benoît et moi-même qui ont un mandat sur plusieurs pays. Et dans chaque pays, il y a cette réponse unifiée des Nations Unies, mais qui est évidemment discutée avec le gouvernement. Nous ne sommes pas là, nous ne venons pas avec des décisions
extra-gouvernemental, nous travaillons en partenariat, nous sommes là pour soutenir le gouvernement. Et donc, est-ce qu'on va sortir fort? Moi, je crois qu'il va y avoir une démonstration que, en fait, personne ne peut traiter cette question du coronavirus seul. Et il faudra toujours une plateforme de négociation. Et évidemment, nous sommes là et nous sommes prêts à continuer. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et faites comme nous, respectez la distanciation sociale. On est à bonne distance les uns des autres. Merci de nous avoir suivis. Souleymane, merci d'avoir été avec nous. Merci à nos deux. Benoît, Thierry, merci. Merci à vous. Voilà. Djeredjef, ok, on a entendu. Et puis, le point Corona revient demain à la même heure. Tout à l'heure, les éditions d'information sur télévision Futur Média. Nous avons été très heureux de recevoir Christophe Yvetot, représentant de l'ONUDI, et Benoît Thierry, qui est le régional du Fonds international de développement agricole. Merci de nous avoir suivis.